Bonjour, je suis Camille Champion, fondatrice de Papers IP. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Maître Pierre Massot, avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Maître, est-ce que je dois redéposer ma marque pour le métaverse et pourquoi? Alors voilà Camille, bonjour. C'est une très belle question. C'est la question que se posent les praticiens de la propriété intellectuelle en ce moment et les praticiens des marques. Alors pourquoi ils se posent cette question? Effectivement, il y a aujourd'hui donc le métaverse qui ouvre des tas de possibilités de business, de vente de produits dans ces nouveaux mondes virtuels. Et se pose la question de savoir est-ce que les titulaires de droits sont protégés dans ces mondes virtuels. Et pourquoi ça pose problème en particulier, c'est que le droit des marques, c'est un droit qui est régi par un principe de spécialité. Donc vous avez une marque, quand vous déposez une marque, vous la déposez pour des produits et services spécifiques. On ne dépose pas une marque pour tout. En général, on doit forcément viser des produits et des services qui vont définir l'étendue de la protection de la marque. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si, du coup, quand on a une marque qui vise, par exemple, les vêtements, donc les vêtements réels, en classe 25, par exemple, est-ce que cette marque protège pour des usages de vêtements, mais des vêtements virtuels, donc dans ces fameux métaverses? Et la réponse, elle n'est pas évidente. Parce que pour savoir si la marque déposée pour des produits réels va permettre une protection dans ces mondes virtuels, il faut savoir si les produits ou services en cause sont identiques ou similaires. Alors, est-ce qu'ils sont identiques? C'est sûr que non, puisqu'effectivement, une chaussure du monde réel n'est pas identique à une chaussure virtuelle. Voilà, pas la même nature, il y a des similitudes de forme, mais c'est ce qui est sûr, ce n'est pas identique. Alors, est-ce que ce sont des produits similaires? Voilà, ça c'est une très très belle question pour les praticiens, les juristes et les juges qui vont avoir à trancher ces questions prochainement. Mais aujourd'hui, c'est pas évident de répondre. Si oui ou non, ce va être considéré comme des produits similaires. Et si jamais si la jurisprudence finit par dire que ce ne sont pas des produits similaires, ce qui n'est pas impossible puisque ce ne sont pas des produits qui ont la même nature, ce ne sont pas les mêmes circuits de distribution, en tout cas les questions se posent. Si jamais il était décidé que ces produits ne sont pas similaires, dans ces cas-là, on se retrouve hors du champ de spécialité de la marque. Et si on est en dehors de ce périmètre, eh bien, ça veut dire que les marques sont plus protégées. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs, comme de grandes marques, pour donner que quelques exemples, Nike, Adidas, McDonald's, ont déposé des marques pour protéger leurs produits dans le métaverse et avec des nouvelles classes de produits. Il y a une classification internationale. Et donc, il y a 45 classes, et donc ils ont déposé, par exemple, en classe 9, plusieurs acteurs ont déposé des possibilités de produits, référence à des produits virtuels en classe 9 qui peuvent être téléchargés, ou en classe 35, des services de vente au détail, mais dans le monde virtuel, alors que d'habitude, ces marques-là avaient bien sûr visé les services de vente au détail, mais dans le monde physique. Donc, ils ont rajouté des précisions pour étendre leur protection dans ces mondes virtuels. Alors, ces mondes parallèles virtuels sont pour la plupart développés par des entreprises américaines. Est-il conseillé de redéposer sa marque pour le territoire américain des États-Unis? Oui, c'est une autre très bonne question parce qu'effectivement, les marques, notamment, pas que les marques, mais les marques en particulier sont régies par ce principe de spécialité. Mais en plus de ça, il y a un deuxième principe, c'est le principe de territorialité. C'est-à-dire que quand vous avez une marque, elle est protégée pour une marque française, elle protège le territoire français. Une marque américaine, elle protège le territoire américain. Et c'est vrai que certains s'interrogent pour savoir est-ce que du coup j'ai une marque française, mais est-ce que c'est suffisant pour me protéger dans le métaverse? Parce que finalement le métaverse, où est-ce qu'il est? Alors beaucoup de sociétés qui sont à l'origine de ces mondes virtuels vont être effectivement implantées aux États-Unis. Donc on se demande certains se demandent s'il ne faut pas du coup déposer sa marque aux États-Unis pour avoir une protection là où ces métaverses vont être créés. Alors, à ce titre, c'est peut-être un peu moins évident de répondre parce que là, il va y avoir des questions qui vont se poser comme quand Internet est né. C'est-à-dire qu'au début d'Internet aussi, on s'est posé la question de savoir quand est-ce qu'un juge est compétent. Donc là, par exemple, quand est-ce que s'applique telle loi. Par exemple, en France, si on peut accéder à un tel métaverse en France, il y a déjà une accessibilité. Est-ce que ça sera suffisant pour que les juges français soient compétents?
il est possible qu'on réponde par l'affirmative. Dans certains cas, la jurisprudence européenne a répondu en ce sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un métaverse vise le public français, on peut se dire que potentiellement la loi française s'appliquera et que par conséquent, on pourra sans doute invoquer sa marque sur le territoire français, à condition qu'on puisse démontrer qu'on est dans le champ de protection de la marque. Et donc, est-ce que je dois redéposer mon modèle, c'est-à-dire pour l'aspect esthétique, pour protéger l'aspect esthétique d'un objet? Alors là, pour le coup, la question se pose différemment qu'en matière de marque, parce que les modèles ne sont pas régis il n'y a pas de principe de spécialité en matière de modèle. Donc, quand vous déposez un modèle, il est protégé pour tout secteur d'activité. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'utilisation d'un modèle dans un monde virtuel pourrait constituer un acte de contrefaçon? Et la réponse est oui, hein, puisque parmi les exceptions à la contrefaçon en matière de modèle, c'est par exemple l'usage privé. Bon là, si quelqu'un vend un dessin ou un modèle dans le monde virtuel, dans un métaverse, il y aura un usage dans la vie des affaires et donc il y aura potentiellement une contrefaçon. Et qu'est-ce que je dois changer dans ma gestion du portefeuille de propriété intellectuelle en dehors des dépôts de marques et de modèles? Bien sûr, oui. Donc, au-delà du fait qu'il faut bien revérifier que ces droits couvrent les bons territoires, que ces marques couvrent les bons produits et services, il y a un point d'attention quand même avec l'émergence de ces mondes virtuels. C'est sans doute dans les contrats de cession de droits d'auteur, par exemple, mais pas que. De prévoir que les cessions, je pense en particulier aux droits d'auteur, puisque les cessions en droit d'auteur, en tout cas en droit français, sont régies par le principe d'interprétation stricte. Donc tout ce qui n'est pas expressément cédé, normalement n'est pas cédé, en tout cas dans les relations entre les auteurs et les premiers exploitants. Et donc il faut être très vigilant sur la façon dont on rédige ces clauses de cession. Et donc quand il y a les exploitations, voilà, jusqu'à présent on ne mentionnait pas forcément les exploitations dans le métaverse. Et donc ça peut être aujourd'hui une recommandation, c'est à partir du moment où on pense que son modèle ou l'œuvre va pouvoir être exploité dans ce genre d'univers virtuel, c'est bien de le prévoir au contrat pour ne pas avoir de difficultés par la suite. Pensez-vous que le métaverse va voir augmenter le nombre de litiges liés à la propriété intellectuelle et pourquoi? Il est très probable qu'il y ait effectivement une augmentation des litiges, tout simplement parce qu'il y a des nouveaux mondes virtuels, et donc, comme il y a des nouvelles potentialités, il y a des nouvelles potentialités d'actes licites, mais il y a des nouvelles potentialités d'actes illicites et qui vont être démultipliées par l'émergence de ces mondes virtuels qui sont hors contrôle en tout cas aujourd'hui. Donc je pense au moins dans un premier temps, il va y avoir, je pense, une augmentation des litiges. D'ailleurs, il y a déjà des litiges, des différends qui commencent à arriver. Et ces mondes ouvrent des perspectives inédites, et notamment créatives, effectivement, puisqu'il y a presque plus de limites à la création, puisque c'est des univers entièrement virtuels. Donc effectivement, il va y avoir énormément de création, énormément, et donc forcément énormément de droits qui vont s'entrechoquer. Déjà dans le monde réel, il y a dans la vie des affaires énormément de droits à gérer, et là dans ce monde virtuel, ça va être la même chose et peut-être même décuplé. Alors, ces créations seront vendues par le biais de NFT, qui utilisent un système de cryptage comme la blockchain, donc Eurodate. Sera-t-il donc plus facile pour les créateurs dans le métaverse de se protéger? Oui, alors cette fameuse blockchain, c'est NFT, et la blockchain de manière générale sont en train de révolutionner aussi la manière dont on vend les œuvres. Et la blockchain a déjà eu un incident sur la manière dont effectivement on peut dater les œuvres. Ça se fait aujourd'hui, il y a plein de mécanismes pour dater les œuvres. On peut imaginer que dans le métaverse, effectivement, avec ces ventes, la première vente, parce que on sait que parfois c'est la première vente qui va permettre de créer une présomption de titularité, ou même de qualité d'auteur, si c'est l'auteur qui divulgue, si l'œuvre est divulguée sous le nom d'une personne. Donc on peut imaginer qu'effectivement cette première brique, cette première vente sous le nom d'un auteur, vu que ce sera sécurisé par la blockchain, ça permettra de dater de manière certaine une divulgation, de la sécuriser et donc de créer une présomption. Après l'envers du décor, donc c'est qu'il va falloir le prouver et le démontrer à un juge. Il va falloir donc tout ne sera pas si simple. C'est-à-dire que c'est simple parce qu'effectivement la blockchain, l'avantage, c'est que ça permet effectivement d'avoir une chaîne d'information totalement sécurisée. On ne peut pas la truquer. Et donc, donc
En soi, c'est un système qui est réputé infaillible. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être s'allier avec faire des partenariats avec les huissiers qui se forment à ces techniques, ces technologies, pour qu'ils puissent eux-mêmes certifier que telle brique dans la blockchain, tel NFT a été vendu, etc. Et qu'ils puissent certifier et qu'ils puissent apporter du coup à un magistrat la garantie que effectivement il y a bien eu telle vente à telle date dans le métaverse et que ça constituait bien une divulgation. Je vous remercie Pierre Massot. Avec plaisir, merci beaucoup pour cette interview. Merci. À bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez recevoir davantage d'informations sur ce sujet, nous pouvons vous rediriger vers des articles spécialisés. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaire. À bientôt.